qui est grave. Il n'y a plus de droite française au sens où on l'a connue. Il y a une extrême droite donc, qui a vu ses rangs grossir avec des personnalités politiques qui étaient à droite, une droite républicaine, gaulliste, que l'on connaissait traditionnellement, et qui est morte et enterrée. Il faut le dire clairement. Les Bruno Retailleau, les Laurent Wauquiez et les Éric Ciotti incarnent la droite française. Ils sont aussi dangereux que Marine Le Pen aujourd'hui. Ils sont sur la même ligne que Marine Le Pen et que l'extrême droite. Et ça n'est pas dit, ça n'est pas reconnu et avoué dans le débat public français. Les positions de Bruno Retailleau sont des positions dangereuses pour la France. Et pas simplement dans la tension entre la France et l'Algérie, mais dangereuses pour la France. Parce que quand Bruno Retailleau s'exprime, la France n'est plus la France. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut dire et reconnaître. La France républicaine, notamment, donc la France que l'on a connue avec Jacques Chirac, le dernier président pour moi, qui avait une voix digne de la République, qui était prêt à regarder tous les Français de la même manière, avec une approche d'égalité républicaine. C'est fini. C'est fini aujourd'hui en France, lorsque vous êtes un Français de confession musulmane, ben vous êtes montré du doigt, vous êtes suspect. C'est une réalité dramatique de l'évolution et de la dérive de la France d'aujourd'hui. Et il y a une sphère politique et médiatique qui accompagne ça. Et c'est ce contre quoi il faut lutter. Et il faut lutter en se mobilisant, en se structurant, en agissant comme citoyen pour dire non, stop à cette posture inacceptable. Et de fait, qui entame les relations entre la France et l'Algérie. Parce que l'Algérie, pour Bruno Retailleau par exemple, mais pour un Éric Ciotti, pour un Laurent Wauquiez, pour l'extrême droite française, et cette droite extrême, est un enjeu de politique intérieure. Ils ont oublié que l'Algérie est un grand pays souverain, libre, indépendant. Donc ils considèrent que l'Algérie est un département. Ils utilisent des mots honteux lorsqu'ils s'expriment pour parler de l'Algérie. Et même belliqueux, hein, parfois. Alors justement... Belliqueux, humiliants, irrespectueux. Ce ne sont pas les mots de la diplomatie. En diplomatie, on se respecte. Oui. En diplomatie, on essaye de faire avancer les dossiers dans une posture d'égal à égal. Ça n'est pas du tout le cas de ces gens-là. Ces gens-là, aujourd'hui, considèrent que l'Algérie n'est pas un pays souverain indépendant. Et donc, les tensions aujourd'hui nécessitent aussi que nous, membres de la diaspora algérienne, nous puissions nous organiser, nous structurer pour dire non à cette position française. Elle ne peut pas nous convenir. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la diaspora, est-ce que la communauté algérienne à l'étranger, algérienne pour parler de l'Algérie, s'organise justement dans ce sens? Écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais les positions de Bruno Retailleau soudent et cimentent la diaspora algérienne. Parce que ces positions, qui sont des positions insultantes à l'égard de l'Algérie, nous poussent à nous retrouver. À nous retrouver au nom de nos racines, au nom de notre histoire, au nom de notre idéal, au nom de nos valeurs, au nom de nos principes. Vous vous retrouvez comment? Dans quel cadre? On se retrouve notamment au sein d'instances multiples, de structures associatives qui ont été créées. Moi, j'ai lancé l'idée d'un Conseil mondial de la diaspora algérienne il y a 1 an. Nous aurons un grand gala à la fin du mois de mai, plus de 750 personnes inscrites. C'est en maturation. C'est en maturation. Et cette diaspora aujourd'hui, sur le plan social, elle a atteint un niveau qui lui permet d'être indépendante. Elle représente un poids économique en France. Il faut aujourd'hui qu'elle représente un poids politique en France. Il faut que les politiques français sachent, comme pour d'autres communautés d'ailleurs, que si vous touchez à l'Algérie et aux Algériens, vous toucherez à cette diaspora qui réagira. Et qui réagira, encore une fois, pacifiquement. Oui. Qui réagira de manière citoyenne. Et c'est important de le dire, parce que nous ne sommes pas reconnus comme tels aujourd'hui. Et qu'elle puisse devenir aussi un poids électoral, puisqu'il s'agit bien de cela. 4 à 5 millions environ de Français d'origine algérienne ou de franco-algériens en France. C'est un poids considérable sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Je veux vous dire aujourd'hui que si les Algériens vivant et installés en France, qu'ils soient binationaux ou algériens résidant en France, si demain les Algériens s'arrêtaient de travailler, l'économie française ne fonctionnerait plus. C'est une réalité. Alors le gouvernement français, par la voix de plusieurs de ses hauts responsables politiques, s'aligne justement sur ce qu'ils appellent des réponses graduées à l'encontre de l'Algérie, comme pour annoncer une nouvelle escalade entre Alger et Paris. Comment voyez-vous l'avenir des relations algéro-françaises dans ce contexte? Moi, je veux rester positif malgré tout sur cette relation parce qu'elle est inéluctable.
et pas simplement au nom de l'histoire douloureuse, mais parce que, je l'ai dit, nous avons 4 à 5 millions de Français d'origine algérienne, et énormément de Français qui ne sont pas algériens ont un lien affectif avec l'Algérie, il faut le dire aussi. Je ne confondrai pas l'extrême droite française avec la population française. Il y a un fossé qu'il faut prendre en considération. Et donc, je crois que énormément de Français aujourd'hui n'acceptent pas le fait que l'on fasse de l'Algérie un sujet de politique intérieure. Énormément de Français aujourd'hui sont choqués d'entendre des paroles de Bruno Retailleau, d'Éric Ciotti, de gens comme ça qui ont des positions qui sont des positions haineuses à l'égard de l'Algérie. Énormément de Français n'acceptent pas ça. Et donc je crois qu'à un moment donné, la raison reprendra le dessus. Aujourd'hui, on est dans une période de crispation, mais parce que l'Algérie a raison de ne pas accepter la position notamment de ce ministre de l'Intérieur qui a été ministre de l'Intérieur par effraction, rappelons-le, hein, aucune légitimité par les urnes. Donc il est dans un gouvernement où il porte une parole de droite extrême et ça ne peut pas convenir aux relations franco-algériennes. Il faut que ce soit les voies de la diplomatie qui reprennent le dessus, les voies du respect, les voies de la considération. Alors ça passe par une reconnaissance de l'histoire, à l'évidence, mais dans sa globalité. Pas par des petits bouts, comme on le fait depuis quelques décennies en France. Donc il faut reconnaître globalement, il faut reconnaître. Il faut que cette commission d'historiens, qui a été créée à l'initiative du président Tebboune, donc puisse donner et livrer un rapport partagé par la France et l'Algérie, mais un rapport qui dise tout, sans concession, et qui parle de tout. On en est loin, Karim Zeribi, on peut le dire actuellement, on en est loin de ce travail, de ce vrai travail de la commission mémorielle. Il faut que ce travail aujourd'hui se poursuive. Surtout pour une reconnaissance globale. Il faut qu'il y ait une reconnaissance globale. Ouais. Une fois qu'il y aurait la reconnaissance globale, on va se projeter vers l'avenir. Il y a énormément de choses à faire entre la France et l'Algérie. Donc, énormément de choses sur le plan économique, énormément de choses en matière de recherche, énormément de choses entre les jeunesses françaises et algériennes. Donc on a un avenir, il va falloir le bâtir, le construire, mais pas avec ces gens-là, à l'évidence. Mais alors justement, vous avez parlé de l'Algérie qui ne devrait pas être un débat public en France. Une nouvelle sortie médiatique de Xavier Driancourt, débouté d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères français, et qui dit en substance qu'il ne faut pas trop tenir compte de ce que dit cet ancien ambassadeur français en Algérie. Driancourt dit justement, cessons de considérer que l'Algérie fait partie de notre politique intérieure. Alors, c'est étonnant d'ailleurs de la part d'un homme qui ne parle que de l'Algérie sur les plateaux français. Comment on peut comprendre cette sortie médiatique, justement? Je ne sais pas, écoutez, je pense qu'il ne faut pas donner trop d'importance. C'est un retournement Il ne faut pas donner trop d'importance à cet individu. Mais il a alimenté cette haine, cette évidemment qu'il a alimenté. Politique et diplomatique contre l'Algérie. Bien sûr qu'il a été d'ailleurs le premier à le faire. Bien sûr qu'il a alimenté, comme d'autres, il a fait état d'une obsession algérienne. Oui. Une obsession algérienne basée effectivement sur le rejet, la haine, la rancœur. Donc ce qu'il dit a un effet. Mais ne devrait pas en avoir plus que ça. Oui. Ça reste un diplomate à la retraite, qui n'a aucune responsabilité, qui a échoué lors de ses passages en Algérie. Il n'a rien fait de concret, il n'a pas de bilan, qu'aujourd'hui c'est de la rancœur. Il n'a pas envie de voir l'Algérie émerger, il n'a pas envie de voir une Algérie puissante sur le continent africain, il n'a pas envie de voir une Algérie phare de la Méditerranée. Voilà, ce qui l'inquiète, c'est de voir au contraire que cette Algérie-là est en train de se construire et que cette jeunesse algérienne et que ce peuple algérien est debout. Et donc ça, je pense que ça le met mal à l'aise. Et donc il essaie d'entacher les relations entre la France et l'Algérie, il fait un livre qui n'a pas connu un grand succès, il faut le reconnaître. Donc, puis il a les médias d'extrême droite qui lui ouvrent la porte, voilà, il crache son venin, pardonnez-moi l'expression, mais on voit bien que ça n'a rien de constructif, ça n'a rien d'objectif. Tous les gens qui ont une obsession algérienne ont une obsession par rancœur, par nostalgie, d'une forme de domination perdue. L'Algérie est un grand pays qui donne de la voix sur la scène internationale, qui est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que membre non permanent jusqu'à la fin de l'année. Depuis qu'elle est rentrée au Conseil de sécurité, elle donne de la voix sur des sujets qui dérangent ces gens-là, la Palestine par exemple. On connaît les principes de l'Algérie, ce sont des principes qui vont à l'encontre de ces gens-là, l'autodétermination des peuples, donc la non-ingérence, donc une Algérie force de médiation sur la scène internationale. Des principes qu'on veut faire disparaître. Des principes qui sont intangibles, ça les dérange, parce que justement ils prônent un monde déséquilibré, un monde fait d'injustice, un monde où ils voudraient un affrontement entre les civilisations. Donc l'Algérie porte tout le contraire. L'Algérie est un pays et est une nation qui a un peuple qui est très patriote,
Hein, on dit que les Algériens sont très nationalistes, mais ils sont très nationalistes, mais aussi très universalistes. C'est ce paradoxe algérien qui dérange. Les Algériens sont ouverts sur le monde, donc, et sont ouverts sur le monde avec respect et tolérance, bien sûr. Sur la Palestine, l'Algérie a une position donc, exemplaire, contrairement à d'autres. Et je crois aujourd'hui que la France donc, a une position qui est, moi je le dis, et je l'ai dit sur les plateaux télé en France, et ce que je dis en France, à Paris, je le dis à Alger, donc a une position honteuse sur le dossier palestinien. On va y revenir justement, mais si tout de même un candidat de la droite ou de l'extrême droite gagnait les prochaines élections présidentielles, doit-on s'attendre ou se préparer même à une rupture avec la France ? Une rupture, je ne sais pas. En tout cas, il y aura des tensions, des crispations qui démontreront que l'Algérie n'a pas besoin de la France. Moi, je vous le dis très clairement. L'Algérie, aujourd'hui, a des partenaires multiples sur la scène internationale. Qui est perdant si la relation entre la France et l'Algérie est mauvaise? Moi, je suis franco-algérien. Je considère que c'est la France qui est perdante. Et je le dis en toute objectivité. Je vais vous dire, si vous prenez tous les indicateurs français aujourd'hui, la France va très très mal. On a une dette abyssale. On a des services publics qui se dégradent. On a une démographie, les Français ne font plus d'enfants. Une France vieillissante. Nous ne sommes pas une puissance énergétique. Nous ne sommes plus une puissance militaire au sens où nous l'avons été. Nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. Nous comptons de moins en moins dans les enjeux qui concernent le monde. La réalité, c'est que la France aurait intérêt à nouer un partenariat gagnant-gagnant avec l'Algérie. Pourquoi? Parce que l'Algérie, c'est tout le contraire. L'Algérie est une puissance énergétique. L'Algérie est une puissance militaire. L'Algérie a une démographie galopante, positive, 75% donc, de jeunes qui ont moins de 35 ans dans la population algérienne. Donc, on a en Algérie 1 800 000 universitaires, donc des entreprises, start-up et autres qui se créent de plus en plus. Un Made in Algeria qui se développe. Parce que l'Algérie a compris qu'il ne fallait pas baser simplement son économie sur les importations. Donc, il fallait fabriquer algérien. L'Algérie est en train d'émerger comme un pays incontournable sur la scène internationale. Donc, avec, comme je le disais, des principes pour la France. Mais c'est la France qui sera perdante. Mais lorsqu'à un moment donné, les Français se rendront compte que ces gens-là qui se prétendent patriotes jouent contre la France et jouent contre les intérêts français, il y aura un retournement de situation. Donc tout cela n'est que temporaire de mon point de vue, n'est que conjoncturel. À un moment donné, la relation entre la France et l'Algérie donc, retrouvera de la confiance. C'est indéniable, indéniable dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'Algérie, mais encore une fois, je dirais surtout dans l'intérêt des Français. Et les Français le comprendront. Un mot sur cette résolution votée cette semaine à l'Assemblée nationale française exigeant la libération immédiate et sans concession de Boualem Sansal. Elle tonne comme un coup de semonce avec un canon vide en direction de l'Algérie. Pourquoi cette surenchère encore et encore sur cette affaire particulière? C'est l'obsession que nous sommes en train d'évoquer depuis le début de notre échange. Une obsession anti-algérienne, une forme d'algérophobie qui cherche à s'emparer de tous les sujets qui seraient susceptibles de créer de la tension. Évidemment, vous savez, il y a 1600 Français détenus à l'étranger. 1600 Français. Pourquoi on reste focalisé sur le cas de Boualem Sansal? On a Théo Clair, qui a 32 ans, qui a pris une peine de 3 ans de prison en Azerbaïdjan parce qu'il a fait un graffiti dans le métro en Azerbaïdjan. Vous avez entendu Bruno Retailleau parler de Théo Clair? Jamais. Comme si ce dernier n'était pas français. Ce dernier n'a pas la double nationalité, il est français. Personne ne s'occupe de Théo Clair. En revanche, Boualem Sansal, donc pour critiquer l'Algérie, pour critiquer la justice algérienne, Boualem Sansal qui a tenu des propos au regard de la justice algérienne qui sont inacceptables, de la loi algérienne qui sont inacceptables, on vient effectivement évoquer ce cas, toujours, encore, en permanence. Moi, je peux comprendre qu'on demande la libération de Boualem Sansal. Il a 80 ans, il est malade, je peux comprendre. Mais on peut le faire avec respect. Oui. On n'est pas obligé de le faire en provoquant l'Algérie. Oui. C'est là le problème. Moi, j'ai entendu des voix tout à fait honnêtes et sincères qui demandaient à l'Algérie un geste. Donc, et ça, on peut l'entendre. Mais quand vous attaquez l'Algérie sur Boualem Sansal, le lundi, sur les OQTF, le mardi, sur les relations économiques, le mercredi, à un moment donné, c'est que vous avez un problème avec l'Algérie. Oui. Et surtout, ça n'est plus crédible. Mais ça n'est pas crédible. Oui. Cette instrumentalisation est tellement énorme que ça n'est pas crédible. Et l'Algérie a raison de ne pas plier. L'Algérie est un État, encore une fois, indépendant, souverain,
qui possède des lois, je dirais des institutions, un peuple fier, digne. Et ce pays a raison aujourd'hui de dire à la France, mais vous devez nous parler avec respect. Oui. Vous devez nous parler avec respect. Et si vous ne souhaitez pas nous parler avec respect, ben, nous allons rompre nos relations, conjoncturellement, ponctuellement, le temps que vous retrouviez vos esprits. Alors justement, les points de convergence entre les deux pays sont multiples, mais il y a la volonté donc d'insister sur les différences, vous êtes en train de le dire. Pensez-vous que les voies de la pondération, de la sagesse qui existent en France, mais sont très peu représentées dans les médias, notamment de l'Hexagone, peuvent encore avoir une influence sur le cours, sur le contexte? Oui, il y en a des voix. Il y a des voix comme Ségolène Royal. Est-ce qu'elles peuvent être influentes? C'est la problématique. Oui, je vais vous dire, on va approcher d'échéance électorale en France. Ça va être une heure de vérité. On va voir là, d'abord, risqué quand même. Si aller jusque-là pour toutes les élections sont risquées, donc, parce que vous avez depuis quelques années quand même l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, qui se retrouve au deuxième tour de l'élection présidentielle, quasiment à chaque élection présidentielle. Ce qui signifie d'ailleurs que la France va mal. Parce que quand vous avez l'extrême droite qui est aux portes du pouvoir, c'est que les Français doutent, c'est que les Français ont perdu confiance à l'avenir. C'est que les Français ont peur pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et donc ça veut dire que les politiques en place, au cours des dernières décennies, n'ont pas fait le job. C'est un vote sanction. N'ont pas été à la hauteur. C'est un vote d'inquiétude, de protestation, de désillusion, de désenchantement. Donc, et c'est un vote de désespérance, le vote d'extrême droite. Et si vous avez une France aujourd'hui qui est composée de Français désespérés, c'est que ceux qui ont été au pouvoir, de Nicolas Sarkozy en passant par François Hollande, Emmanuel Macron aujourd'hui avec son deuxième mandat, n'ont pas été à la hauteur. Donc est-ce qu'il y a aujourd'hui des personnages politiques qui peuvent inverser encore cette tendance? Il y en a, et même si ils sont crédibles, ils sont diabolisés. Voilà. Ils sont diabolisés par la sphère médiatique. Et pas très plébiscité. Vous avez Ségolène Royal qui donne de la voix, vous avez Dominique de Villepin qui donne de la voix, vous avez les députés de la France Insoumise qui donnent de la voix. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment la France Insoumise est attaquée. Ouais. Mais c'est de la folie. Traités d'antisémites matin, midi et soir. Parce qu'ils prennent des positions harcelés par la police, convoqués par la justice. C'est là où on voit que la France est en train de perdre sa boussole. Que la grande France donc, qui rayonnait dans le monde est en train de se rétrécir, de se rabougrir. Donc, et il faut qu'il y ait un sursaut. Il faut qu'il y ait un sursaut et nous devons, nous, Français d'origine algérienne, mais plus largement, Français d'origine maghrébine, africaine, participer de ce sursaut et faire entendre notre voix. Parce qu'on ne peut pas à un moment donné se plaindre des positions aujourd'hui du gouvernement français et ne pas jouer notre rôle de citoyen à part entière pour inverser cette tendance. Et si nous jouons notre rôle, je suis convaincu que la France peut redevenir la France. Nous sommes aujourd'hui dans une impasse. Il faut en sortir. Encore une fois, dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de la relation franco-algérienne. Parce que, encore une fois, l'Algérie n'attend pas la France. Aujourd'hui, le premier partenaire européen de l'Algérie, c'est l'Italie. Avec Meloni. Curieusement, paradoxalement. Extrême droite. Extrême droite italienne. Mais une extrême droite italienne qui dit pas d'ingérence. Qui dit on parle d'égal à égal. C'est toute la différence avec l'extrême droite française, évidemment. Oui, parce que l'extrême droite française, il y a ce passé colonial. Il y a ce passé colonial qui n'est pas reconnu. Il y a cette rancœur. Il y a cette, si je voulais, ce sentiment que l'Algérien, on ne veut pas le traiter d'égal à égal. Oui, oui. L'Algérien, c'était l'indigène, il faut qu'il reste indigène. Et c'est là où, à un moment donné, il faut se lever et garder la tête haute. Alors justement, vous êtes l'un des rares chroniqueurs, éditorialistes franco-algériens, de plus portant des idées universalistes et des valeurs humanistes, visibles dans les médias dits d'extrême droite. Alors est-ce qu'il n'y a pas, selon vous, la volonté de valider le discours racialiste et nationaliste avec vous, en donnant l'impression de respecter justement le principe de minorité visible? Non, moi je suis, je dirais, quelqu'un qui a une double identité, qui l'assume et qui le dit haut et fort. J'ai des convictions et je les livre dans des débats durs parfois, mais je suis droit dans mes bottes parce que je sais que je défends la justice. Et je défends ce qui est juste. Et dans les débats français aujourd'hui, on constate une dérive qui cautionne l'injustice. On ne fait plus d'information. Nous ne sommes plus dans le débat équilibré. Médias d'opinion. On a des médias d'opinion, mais des médias surtout très partisans. Très partisans d'une ligne, donc qui s'extrémise, qui se radicalise. Et quand vous voyez comment est traité Gaza, ce qui se passe en Palestine, mais il y a de quoi, excusez-moi, devenir fou. C'est pas possible.
c'est un, à géométrie variable, ou deux, c'est le silence absolu. On ne couvre pas ce sujet. Là, il y a eu l'élection du pape, ça a fait la une pendant 48 heures, pas un mot sur les massacres à Gaza, pas un mot sur l'aide humanitaire qui ne rentre pas un mot sur la famine, les épidémies, les femmes, les enfants qui meurent, pas un mot sur cette politique d'éradication, sur ce génocide en temps réel, sur ces crimes contre l'humanité, pas un mot dans les médias français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la situation dramatique aujourd'hui, du traitement médiatique français. C'est pas possible. Il en va de même sur des sujets intérieurs. L'islamophobie. Vous avez certainement suivi la mort de Abou Bakar dans une mosquée à la Grande Combe. 48 heures pour que le ministre de l'Intérieur français, ministre des cultes, réagisse. Il ne s'est pas rendu à la mosquée. Il s'est rendu à la préfecture avec les institutionnels, pas auprès des fidèles, pas auprès des musulmans, pour leur dire que la France devait les protéger, que la laïcité, c'était le respect et la liberté du culte. Pas un mot là-dessus. C'est pour ça que je donnerai toujours de la voix, avec dignité, avec courage, parce que ce sont mes convictions. Et j'ai envie de me regarder en face, moi, contrairement à certains donc, que l'on n'entend pas, que l'on ne voit pas, qui sont silencieux, ou alors qui accompagnent ce mouvement honteux, cette dérive, cette radicalisation. Moi, quand je parle, je prends des valeurs universalistes. Quand je dis que la France ne se comporte pas comme elle doit se comporter avec l'Algérie, je défends un pays souverain, indépendant. Évidemment, je suis d'origine algérienne, j'ai une sensibilité, une émotion, au nom de mes parents, de mes grands-parents, de mon lien avec l'Algérie, de mes racines, de l'amour que j'ai pour ce pays, évidemment. Mais je le fais surtout parce que je trouve que la position française est injuste, parce qu'elle n'est pas équilibrée, parce que nous devons respecter l'Algérie. Grand pays, grand peuple, avec une histoire immense. La Mecque des révolutionnaires du monde entier, c'était l'Algérie. Et l'Algérie donne de la voix aujourd'hui, encore une fois, pour des peuples opprimés. Justement, est-ce que cette islamophobie, est-ce qu'elle est réelle dans la société? Est-ce qu'elle traverse réellement aujourd'hui la société française, ou est-ce qu'elle est tout simplement l'effet miroir, déformant d'ailleurs dans les médias, gonflé dans les médias de droite et d'extrême droite? D'abord, je voudrais dire qu'il est tout à fait scandaleux qu'en France, certains politiques ne souhaitent pas utiliser le terme islamophobie. Vous savez, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, on voit aujourd'hui combien la France a perdu de sa hauteur et de sa dimension. Certains expliquent que l'islamophobie est un terme qui est utilisé par les frères musulmans pour interdire la critique de l'islam. Que nenni, c'est faux. L'islamophobie a été utilisée en 1910 par un administrateur colonial français pour dire toutes les humiliations que subissaient les musulmans, les Algériens en Algérie par les forces coloniales françaises. Un administrateur colonial qui a utilisé ce terme en 1910. Ce terme a été réutilisé par des chercheurs britanniques pour documenter l'islamophobie en Europe, qui touchait les musulmans d'Europe. Et ensuite, il a été repris, il y a quelques décennies, par des chercheurs français. Donc tout ça est documenté. Comment des politiques peuvent-ils nier, je dirais ce que je viens d'évoquer là, ces repères-là? C'est que nous avons un affaiblissement intellectuel et culturel qui est colossal dans la vie politique française aujourd'hui. Les politiques ne sont plus au niveau. Jadis, nous avions des gens qui étaient brillants, cultivés. Oui. Donc aujourd'hui, ils ne sont même pas capables de reconnaître qu'il y a une islamophobie en France. Alors que cette islamophobie est documentée. Des attaques de mosquées incendiées, des femmes portant le foulard donc insultées dans la rue, voire, je dirais, agressées, molestées. Donc, tout ça est documenté, prouvé. Qui peut aujourd'hui nier le fait qu'il y a une haine anti-musulmane en France? Et d'ailleurs, une haine anti-musulmane qui est corrélée à une haine de l'immigré, qui vient souvent de pays où l'islam est la religion majoritaire. Mais ces immigrés qui travaillent pour la France, qui sont utiles à la France, qui construisent la France, qui participent de l'économie française. Ce récit est inaudible aujourd'hui. On parle de l'immigration positive. Ce récit n'est pas visible et n'est pas audible. Mais il n'est pas inaudible dans la population. Le nombre, moi, de témoignages que j'ai de Français, quelles que soient leurs origines, leur confession, leur couleur de peau, dans la rue, qui me disent « Monsieur Zeribi, tenez bon, nous sommes avec vous ».
Donc on apprécie beaucoup vos positions. Ça redonne de l'espoir, effectivement. Ça démontre que le peuple français doit être, je dirais, déconnecté, décorrélé de la sphère politico-médiatique française. La sphère politico-médiatique française nie le réel, mais elle est déconnectée de la réalité de ce qu'est la France aujourd'hui. Oui. Alors, vous parliez de la Palestine, la dissolution par le ministre de l'Intérieur de l'association Urgence Palestine confirme bien la volonté de la France de faire taire toutes les voix dissidentes, évidemment, à l'encontre de l'entité sioniste. Cette initiative intervient au plus fort du désastre humanitaire que l'on observe à Gaza, le plus grand désastre d'ailleurs de notre ère provoqué par les sionistes à Gaza. La France a failli dans le génocide des Palestiniens. Pire, elle a aidé et soutenu les criminels sionistes. Tout à fait. D'ailleurs, depuis le départ, après le 7 octobre, il y a eu un terme qui a été utilisé en France par bon nombre de politiques, c'est soutien inconditionnel à Israël. Ça veut tout dire. Ça veut dire que tout est permis pour Israël. C'est une carte blanche. Tout est permis pour l'extrême droite messianique et le criminel Netanyahou. Ça a annoncé déjà un génocide. Ça a autorisé le génocide. Oui. Ça a autorisé le génocide. Et ça a autorisé le bafouement du droit international. Bafouement total. Et avant le 7 octobre, on parle comme si tout avait démarré le 7 octobre. C'était 75 ans de colonisation, d'expropriation, de massacre, d'humiliation. C'est des centaines de résolutions de l'ONU non respectées par Israël. Ce pays qui se permet tout. Ce peuple qui se considère comme un peuple élu. Donc, il faut voir aujourd'hui comment se comporte l'Occident. Il y a quelques pays qui donnent de la voix. Je pense à l'Espagne, je pense à la Belgique, à la Slovénie, à l'Irlande. Et c'est leur honneur que de pouvoir donner de la voix, reconnaître l'État palestinien. Mais la plupart des grands pays, des grandes puissances de l'Occident, sont complices aujourd'hui de ce génocide, accompagnent ce génocide, le valident ce génocide, ces crimes contre l'humanité. On n'a pas une image qui nous provient de Gaza. Des gens de votre profession, de votre corporation tués par centaines, des journalistes qui relataient le conflit. Mais dans quelle partie du monde on accepterait ça? Aucune. Quand on voit les mesures qui ont été prises contre Poutine, la Russie, donc, qui a annexé une partie de l'Ukraine, et quand on voit l'inaction et l'impuissance aujourd'hui face à Netanyahou, c'est une honte. Le droit international n'existe pas. Nous arrivons aujourd'hui à une forme d'épuisement, de fin des Nations Unies. Il va falloir reconstruire quelque chose avec les pays du Sud global, avec les pays qui aspirent à la liberté, à la justice, à l'autodétermination des peuples. En ce sens, l'Algérie est exemplaire avec le diplomate Ammar Benjema, qui donne la voix et porte la voix de l'Algérie aux Nations Unies, au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Et ça rend fier effectivement tous les Algériens, mais aussi les Algériens de l'étranger, que d'entendre l'Algérie porter cette voix, être fidèle à ses principes. En revanche, effectivement, le gaullisme français qui donnait de la voix en faveur du peuple palestinien, il y a encore quelques décennies, sous Jacques Chirac, souvenez-vous des images, quand il disait que la colonisation était inacceptable et que le Hamas était une force de résistance. Le général de Gaulle le disait à l'époque. Alors ce n'était pas le Hamas, parce que le Hamas a été créé en 1986, mais il parlait de résistants palestiniens. Oui. Et il y avait une France objective. Il y a la possibilité tout de même que la France reconnaisse un État palestinien d'ici juin. Je n'y crois pas. Très hypothétique. Je ne crois pas. Et puis vous savez, si vous reconnaissez l'État palestinien, dans une Palestine sans Palestiniens, ça n'a pas de sens. Plus que la reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui, c'est des mesures de coercition contre Netanyahou et son gouvernement criminel qu'il faut porter. Donc il faut un embargo économique, il faut se froisser sur le plan diplomatique avec les États-Unis de Trump. Ça, c'est inimaginable aujourd'hui. Et c'est inimaginable dans la France d'aujourd'hui. Dans la France d'aujourd'hui. Mais avec un Dominique de Villepin à la tête du pays, c'eût été, à mon avis, tout à fait envisageable. Parce que c'est une voix forte sur la scène internationale, respectée, respectable. Malheureusement, cette voix-là n'est pas au pouvoir aujourd'hui. Oui. Mais il faut tout faire pour que demain, lui ou d'autres voix similaires à la sienne puissent prendre le pouvoir en France. Sinon, c'est la France qui va disparaître. Disparaître de la scène internationale, disparaître au nom des droits de l'homme et du citoyen que cette France, dans ses pages lumineuses, a porté, cette France de la Révolution française, cette France qui porte des valeurs républicaines universalistes. Cette France-là, elle est où? Elle est en train de disparaître. Elle est en train, d'être noyautée par la droite extrême et l'extrême droite. C'est ça qu'il faut regretter aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi contre quoi il faut combattre.
Donc nous avons un rôle à jouer, nous devons jouer le rôle de pont entre la France et l'Algérie, là où certains veulent ériger des murs, parce que je pense que cette relation est inéluctable. Je veux être positif, optimiste, malgré le contexte d'aujourd'hui, et nous avons, nous, membres de la diaspora, un rôle prépondérant à jouer là-dessus. Un mot justement sur ce gala en fin d'année, c'est bien ça? On a un gala le 23 mai, le 23 mai. Du Conseil mondial de la diaspora algérienne à Paris. On a 750 inscrits, donc une émulation, je dirais une mobilisation exceptionnelle, plus de 700 personnes qui sont en liste d'attente malheureusement. Notre souhait c'est de mobiliser les forces vives, chefs d'entreprise, professions libérales, médecins, avocats, cadres. Donc cette diaspora elle est brillantissime à l'image des Algériennes et des Algériens de l'Algérie qui créent, qui avancent, qui sont debout, qui sont dignes. Donc c'est un espace de concertation. C'est un espace de réseau. Oui. Parce que c'est par le réseau aussi qu'on devient puissant. Oui. D'autres communautés l'ont fait et on ne les a pas traités de communautaristes, donc nous n'accepterons pas effectivement cet anathème. Donc nous sommes fiers de nos origines, fiers de nos racines, nous sommes des Français d'origine algérienne, il faut que ça se sache. Il faut que ça s'entende, il faut surtout que nous soyons utiles donc, dans cette relation France-algérienne. Et nous sommes bien évidemment disponibles pour venir entreprendre en Algérie et participer de cette volonté du président Tebboune de s'ouvrir à la diaspora et de regarder tous ses enfants de la même manière. Oui. Je trouve que de ce point de vue, ces appels sont remarquables et magnifiques. J'espère que nous aurons l'occasion prochainement de venir organiser un rassemblement à Alger. Ce serait une symbolique exceptionnelle donc, de voir la diaspora algérienne mobilisée des 4 coins du monde à Alger, dans la capitale, donc, avec donc les Algériens qui, encore une fois, donc, ont envie que cette relation soit apaisée, apaisante, respectueuse. Donc, et nous devons être des acteurs de cette volonté-là. Merci beaucoup, Karim Zeribi. Merci.